temps il y a les enfants et en même temps il y a l'entrepreneuriat, les 3 boîtes qu'il est en train de monter, alors vous le faites en même temps. Voilà. Ouais. Il y a pas mal de monde qui dit non, je commence la boîte et après on a les enfants, vous avez dit allez vas-y tout. Comment vous gérez tout ça en fait? Bah t'as pas le choix, hein. Enfin, c'est le truc le plus important, c'est quand même les enfants quoi. Donc si t'attends que ta boîte marche, peut-être que t'en auras pas, tu vois, d'enfants. Bah, c'est vrai. Mais voilà, l'idée c'est, enfin tu vois, j'en ai discuté avec des investisseurs qui avaient justement laissé de côté leurs gamins pour privilégier leur carrière. Et je suis pas du tout sur ce modèle-là, et j'ai l'impression que les nouvelles générations ne sont pas. De où c'est sorti les 3 cités? De où, quel jour vous avez levé le matin en disant je fais des batteries réparables? Bah là on a changé même sur le positionnement, on n'est pas que réparable, c'est-à-dire que les batteries qu'on va faire pour Pony c'est que des batteries reconditionnées, c'est-à-dire qu'en fait tu vois on a développé une batterie qui était faite pour être facilement réparable et connectée pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut réparer et quand. Ça c'était le principe de base. Pourquoi on avait fait ça? Parce qu'on s'était rendu compte que la plupart des batteries que tu démantèles et qui partent normalement en destruction, elles ont 90% de leurs éléments qui fonctionnent encore et juste personne les récupère parce que en fait c'est trop galère, c'est soudé, c'est collé, il y a des fils partout et mettre les mains dedans ça vaut pas le coup et c'est trop dangereux quoi. Donc nous on avait essayé de régler ce problème là. Donc faire une batterie éco-conçue qui permet de réparer, de sortir les éléments et tout. Et en fait, là, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme trou dans le marché sur la partie recyclage, que nos clients, ils avaient des problèmes, tu vois, genre ils savaient pas quoi faire de leur batterie de vélo une fois qu'elles avaient un problème. Personne ne peut les réparer vraiment, ou alors ça coûte cher et c'est pas vraiment après aux normes, tu vois. Est-ce que c'est encore aux normes si tu répares ta batterie en bidouillant? Pas trop, tu vois. Donc personne ne voulait prendre ce risque-là, en même temps le recyclage c'est cher. Et donc nous en fait on s'est dit sur les gros stocks de batteries qui sont identiques, on les prend, on les démantèle. Alors c'est fastidieux parce que c'est pas des batteries éco-conçues, tu vois, mais on peut industrialiser un minimum. Et donc là tu vois on a récupéré 40 tonnes de batteries, donc genre 20 000 batteries de vélo, tu vois, de 3 modèles différents. On les démantèle en ce moment là. On teste toutes les cellules, donc ça te fait 470 000 cellules, donc c'est un gros truc. Hein. Et à partir de ces cellules-là, on prend les meilleures et on les met dans des batteries gouache. Quoi. Et donc toutes les batteries qu'on fait, elles sont faites à partir des déchets. Quoi. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça, c'était 100% la vision qu'on avait à l'origine de se dire, mais on a un truc qui est fondamentalement une pile, qui a une durée de vie de 20 ans. Nous, on a besoin de la période de la vie de la pile où elle est la plus performante. Qui est les 2 premières années, et après ces batteries elles sont détruites parce que personne ne sait les récupérer. C'est ça qui avait fait qu'on avait travaillé avec Gouache au début, et là maintenant on va encore plus loin, on va récupérer des batteries que des gens avaient jetées parce qu'ils avaient fait de l'électronique de mauvaise qualité, et 100% de notre parc à Bordeaux il va tourner sur des cellules pour lesquelles il n'y a eu aucune extraction minière. C'est des trucs qui auraient été détruits quoi. Et là vraiment je pense qu'on va... Mais est-ce que voilà, moi je connais tout ça parce qu'on se connaît depuis un petit moment et tout ça, mais à chaque fois que je parle de vous, je parle de ces coopérations, je parle de tout ça, même à des gens qui travaillent dans les milieux un peu, personne n'est vraiment au courant. Tout le monde dit non, les batteries, je dis non, mais il a déjà des solutions. On était invité il n'y a pas longtemps avec une députée européenne à parler aux gens sur le travail d'avenir, pour les emplois d'avenir. Et on parlait de ça, on parlait des batteries parce qu'il a des solutions et tout ça, et les gens étaient en train de nous dire ah bah oui, mais ça existe à Bordeaux. Bah oui, ça existe à Bordeaux. Mais voilà. Mais je pense qu'en fait, quand on fait de l'industrie comme ça, les enjeux sont importants. Les enjeux, parce qu'en fait, c'est de l'industrie, c'est lourd, c'est des gros investissements initiaux, c'est du temps long. Là, on en parle à l'instant. Itérer sur du hardware, c'est très compliqué parce que tu changes un protocole. Il faut que tu renvoies physiquement ton véhicule chez l'autre gars pour qu'il teste l'intégration, ça marche pas, tu fais des allers-retours, à chaque fois ça prend 2 semaines. Et donc en fait, pour être crédible, il faut des démonstrateurs à grande échelle. Et là, je pense qu'on est en train tous d'y arriver. Ça a pris plusieurs années pour arriver là. Mais quand on aura chacun des milliers de véhicules dans les rues, et ben là, plus personne pourra rien dire entre guillemets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, régulièrement, on voit encore des gens, en tout cas
qui sont sur l'industrie un peu traditionnelle du vélo et qui sont effectivement très sceptiques sur l'innovation, très sceptiques sur le Made in France, très sceptiques sur la relocalisation même en Europe. Et très à dire oui, vous êtes mignons avec vos trucs, ça fait 5 fois que j'entends ça sur ma carrière des 35 dernières années, mais en réalité les gens veulent le produit le moins cher. Et en fait pas du tout. Je pense que ce qui est en train de changer, et c'est exactement ce que tu disais sur le moteur Valeo, les gens maintenant ils veulent des produits fiables, ils veulent des produits fonctionnels. Le vélo c'est plus simplement le truc cheap que tu achètes chez Decathlon pour t'en servir de temps en temps le week-end, ça devient ton outil de déplacement quotidien et t'attends un niveau de service qui est celui d'une voiture. Une réparation tous les 2 ans, tous les 20 000 km quoi. Et donc on le voit d'ailleurs sur le prix que les gens dépensent pour s'équiper, le prix des vélos explose d'année en année. Sur les vélos électriques, on est à plus de 2400 € en France, c'est 3600 € en Allemagne. Je veux dire, il y a 10 ans en France, on payait 800 € en moyenne un vélo électrique. C'est même pas le prix d'une batterie de qualité, quoi. Et donc, en fait, on voit cette montée en gamme, on voit en fait que ça crée des opportunités pour des solutions innovantes, qualitatives, et sur lesquelles, effectivement, la main-d'œuvre est plus si critique et qu'on va être capable de relocaliser. Et je pense que c'est un peu les initiatives que nous, on pousse ici sur le territoire, quoi. Alors, après c'est vrai que tu as quand même des mentalités à changer parce qu'en fait je trouve que le citoyen a changé sa mentalité ou est en train de le faire, il est prêt à acheter des produits un peu plus chers, enfin une certaine typologie de citoyen qui a plus de moyens que les autres qui est capable de le faire. Après il y a vraiment un changement de mentalité aussi sur la partie industrielle parce que par exemple quand on voit une batterie, avoir un robot de soudure qui soude juste les batteries, enfin les cellules entre elles, ça va beaucoup plus vite que quelqu'un qui va potentiellement visser des cellules dans une batterie. En tout cas, tu crois ça ? J'en sais rien, mais c'est par exemple. Non, mais je sais, mais c'est par exemple un fournisseur de batterie qui m'a dit ça. Ah oui, et du coup, lui. Il vient d'investir 2 millions dans son. Sûrement, mais bon, tu vois, il y a vraiment un sujet, c'est-à-dire lui, dans son imaginant ou dans son inconscient, c'est ça, ou dans son calcul de marge, en tout cas, il le voit comme ça. Et donc, c'est aussi à lui d'aller changer son process pour intégrer l'innovation. Et c'est ça aussi qui est un peu difficile, je trouve, aujourd'hui, c'est, tu vois, d'aller faire changer ses mentalités. Parce que potentiellement pour lui un coût de soudure d'une batterie versus la technologie d'Alex est potentiellement moins cher, quoi. Et donc il va plus pousser son process initial parce qu'il a peut-être déjà injecté 2 millions, t'as raison, qu'aller vers de nouvelles donc il te voit potentiellement, il nous voit aussi un peu comme des ovnis aujourd'hui, même s'il y a un mouvement en place, quoi. Mais aujourd'hui, il y a ce mouvement, mais là, je m'imagine, il y a 3-4 ans, quand vous avez commencé, c'est ouf, non ? Ouais, tu passes pour un débile. Vous frappez les portes, les gens rigolaient, au moins, c'était comment ? Mais c'est toujours ça, je pense, hein, quand tu commences un business, c'est toujours ça, quoi. Sinon, c'est que c'est nul. Sinon, c'est que c'est déjà fait, tu vois. Oui, c'est vrai. Forcément, tu viens avec quelque chose qui est pas consensuel, et puis aussi qui est nécessairement une menace pour des gens qui sont un peu en place. Le mec qui fabrique déjà ses batteries sur le territoire, forcément, il s'est équipé avec une solution. Comme je le disais, l'industrie est forcément dans du ton long, donc lui il se dit il me faut 15 ans pour rentabiliser. Si au bout de 5 ans il y a quelqu'un qui lui fait mais tu sais quoi, ton truc c'est obsolète. non, pas du tout. Et donc c'est vrai que ces gens-là ils vont pas voilà, il faut du temps. Du temps, quoi. Ouais. Si je me souviens bien, 2014, Buff, 2017, e-wash, c'était par là aussi. 2019, début 2019. Voilà. Ça veut dire que vous avez créé 3 entreprises. Et c'est toute raison. Il n'y a pas beaucoup de temps, vous avez réussi à monter et vous faire en place assez important au niveau local, régional et national. Et même à Las Vegas, parce que vous êtes là, en ce moment, vous êtes à Las Vegas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais c'est ouf. On a eu l'opportunité de présenter le moteur, effectivement, notre vélo, parce qu'il est équipé du moteur Valeo. Donc Valeo nous a invités pour qu'ils puissent présenter leur moteur. Donc on a fait tourner notre vélo. Donc c'est vrai que c'était une belle opportunité pour nous d'avoir cette visibilité internationale. Il y a beaucoup de retombées en Europe parce qu'effectivement les gens se disent mais qu'est-ce qu'ils font à Las Vegas, c'est quand même dingue. C'est ouf. Voilà. Après on verra s'il y a des retombées business. On a vu un seul client qui peut être intéressant. Il s'agit de l'US Postal, donc si on arrive à rentrer l'US Postal, c'est quand même assez gros. C'est pas mal, ouais. Mais on sait comment fonctionnent les salons, tu vois beaucoup de monde et après derrière, en général, tu as un peu de mal à transformer. Qu'est-ce que ça change les moteurs Valeo à ça que vous savez alors ?
En gros, pour nous, c'était un peu le mouton à 5 pattes. En fait, on a un triporteur qui est quand même assez gros aujourd'hui, qui est lourd. Nous, on l'a développé pour qu'il soit le plus léger possible, parce que les moteurs du marché montent jusqu'à 80 Nm de couple maximum. Et donc, du coup, la puissance délivrée, elle est de 250 watts, donc on est obligé d'avoir des châssis plutôt légers. Mais qui dit châssis léger, dit potentiellement des casses avec une population de coursiers qui aujourd'hui ont une utilisation du vélo très sévérisée. C'est pas forcément leur propre outil de travail, ils l'ont pas financé, ils viennent, ils utilisent un triporteur et donc il peut y avoir beaucoup de casses, l'entretien n'est pas forcément non plus bien mené. Donc là, avec un moteur surpuissant qui fait 130 Nm de couple, on est capable d'avoir des châssis plus gros, donc plus résistants. Donc il offre ça, le moteur vélo, il a une marche arrière, donc quand on est sur un triporteur, pour nous c'est super, on est en plus en train d'intégrer beaucoup d'électronique, parce que c'est pareil, il a beaucoup de périphériques électroniques, là où des moteurs Bafang ou Shimano en ont moins. Donc on peut mettre des clignotants, on peut mettre, avec cette marche arrière on est en train de réfléchir à mettre une caméra de recul, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Le vélo se transforme en petit véhicule aussi électronique, électrique quoi. Donc c'est ça qui permet aujourd'hui de faire. Et donc c'est pour ça qu'on est nous hyper enthousiasmés par l'intégration de ce moteur sur notre triporteur, et en plus on peut y associer la batterie gouache, ce qu'on ne pouvait pas faire par exemple avec notre moteur Shimano qui fonctionne dans un système assez fermé comme... C'est vrai, vous avez déjà commencé à imaginer la coopération et tout? On a même, j'ai des photos de toi sur le vélo qui tourne avec la batterie, donc ça fonctionne. Après là on est en train d'intégrer chez La Poste, petit à petit. Mais la Poste au niveau local ou national? Alors nous on a gagné un appel d'offres sur le niveau national, et en gros on a 5 vélos aujourd'hui qui sont en test. Donc il y en a 3 à Nantes et 2 à Bordeaux, et donc sur l'un des vélos à Bordeaux on a des batteries gouaches. Et la difficulté en fait c'est que c'est un produit qui est tout nouveau, et donc en fait il faut, tu vois, enfin le moteur lui-même il est pas totalement fini, tu vois, c'est les premières pré-séries, etc. Donc au fur et à mesure qu'il change, nous on doit changer les protocoles, comment ça communique, etc. Donc c'est en train de se faire, mais ça met du temps quoi. Comme tous les devs de trucs hardware, c'est hyper dur. Par contre la coopération avec Pony c'est bien roulé déjà, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Sur Bordeaux il y a quand même plus de la moitié je pense qui sont équipés de batteries gouache. Et je pense qu'à terme ça va être l'ensemble quoi. Donc là on est en train de déployer une flotte au total de 750 vélos. C'est 750 vélos disponibles sur le terrain, donc c'est même une flotte encore plus grosse, ça va être presque 1000 vélos en réalité. Dans toute la métropole. Dans toute la métropole, chacun équipé de 2 batteries. Donc c'est quand même... Parce que c'est les vélos, les doubles, non? C'est le double, exactement. Donc c'est un vélo long tail, donc avec un passager effectivement, et comme on a de la place, on met 2 batteries. Et donc c'est à terme 2000 batteries sur Bordeaux. On est en train de, tout de suite derrière, on va déployer aussi Poitiers, Angers. Donc c'est sur cette année ça va être gros déploiement Pony gouache. Mais vous avez commencé il n'y a pas longtemps, il y a quelques années déjà quand même. Il y a eu une première étape dans laquelle c'était bien compliqué. Maintenant, vous êtes dans l'étape que ça roule bien. Est-ce ça roule bien. Franchement, ça dépend. Ça roule jamais. Ça roule jamais. Enfin, nous, sinon, on serait plus là, tu vois. On aurait déjà dépêché quelqu'un d'autre sur la plage. On serait pas en train de... Mais ça roule pas. Je change. À un moment que c'était compliqué parce que c'est le début, il fallait ouvrir beaucoup de portes. Un moment dans lequel les portes s'ouvrent plus facilement, et justement pour laisser la boîte et changer de selle, vous avez besoin de quoi? C'était quoi la prochaine étape? Il y a plein de choses, c'est-à-dire que maintenant tu vois, on est tous à peu près à la même étape, on est des boîtes entre 20 et 30 personnes, ou peut-être plus, je sais pas, chez toi, mais... Vous êtes combien vous? Nous en gros on est une trentaine au siège, plus après des équipes de terrain dans chaque ville. Et donc ça mobilise soit en interne, soit avec des partenaires, à peu près 70 personnes sur le terrain, un peu plus. Et ça en fait c'est énorme, tu vois, genre, je sais pas vous comment ça s'est passé, mais quand tu passes d'une équipe de 4-5 à une équipe de 20-30 personnes, ça se fait pas en 2 minutes, et puis c'est hyper difficile à gérer. Là tu étais ingénieur, et pareil, ça, pas du tout. Pas du tout. Je suis école de commerce. Mais j'ai pas monté la boîte. Moi, c'est mon frère qui l'a monté au tout début, et moi je l'ai rejoint au bout de mais là, tu avais des connaissances de management et tout ça. Voilà, mais moi, vous, ingénieur,
Voilà, moi je voudrais un frère qui a fait une école HEC, tu vois, parce que je n'ai pas celui-là, tu vois, ce frère-là. Et franchement, j'ai dû tout apprendre sur le tard et c'est hyper dur, je trouve. Et en plus, t'as le vice de l'ingénieur. Qui est qu'il pense qu'il peut résoudre les problèmes lui-même. Ça, c'est vraiment un truc, tu vois, genre si mes enfants ils me disent je veux faire école de commerce, je fais ouais, vas-y, c'est bien, comme ça tu vas apprendre à déléguer et à faire les trucs par d'autres gens. Alors que l'ingénieur, tu vois, t'as vraiment un problème qui est qu'il veut résoudre des problèmes, quoi. Il a été traîné pour ça, résoudre des problèmes. Et donc, tant que tu lui donnes à manger, il résout des problèmes, etc. C'est pas forcément les bons, tu vois. T'es d'accord avec ça? Ouais, assez. Après, pareil, une école de commerce, ça te donne pas forcément les armes non plus pour pouvoir gérer une boîte de 15-20 personnes. Ça reste... on a un tronc commun, on réfléchit. Moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais une autre boîte avant, donc j'avais déjà managé 2-3 personnes, donc j'avais quelques petits réflexes. Et c'est vrai que, voilà, on en parlait, c'est pas énorme, mais en fait, nous, on a grossi avec Thomas, et en gros, à deux, on gérait 15 personnes. Donc, t'as 15 personnes qui te réfèrent directement et tu as 15 fois des problématiques personnelles. Voilà, donc là on arrive maintenant, on a intégré 5 nouvelles personnes qui sont managers, donc on a un niveau de management. On va sûrement respirer à partir du mois de février, mais voilà, c'est vrai que... je te le souhaite. Non, parce qu'on reçoit encore des mails en direct, mais voilà, respirer, je veux dire, dans le management, dans le RH, parce que c'est vrai que du coup, c'est normal, on veut que tout le monde vive bien au sein de la société, donc on veut répondre à tout le monde et donner à chacun ce qu'il souhaite. On veut être à leur écoute et tout le temps dispo. Mais voilà, ça nous sort potentiellement aussi du business. Et donc c'est pour ça qu'avec ce niveau de management, on a en plus une RH aujourd'hui pour cadrer aussi un peu tout ça, qui est rentrée là le 9 janvier, donc on a beaucoup d'espoir, d'espérance en elle. Et voilà, on apprend aussi... mais on n'a peut-être pas ce mindset de vouloir tout régler. Après, tu l'oublies, à un moment, tu fais on fait plus rien. Tu passes par des grands écarts, mais je pense qu'au début, c'est un conseil que je donnerais à des ingés qui montent des boîtes, je pense qu'il faut une ADN des ingés pour le côté innovation, et à un moment, il faut bien résoudre un vrai problème qui est résolu par personne d'autre. Il faut bien le choisir, celui-là, et après, plutôt quelqu'un opérationnel ou business pour seconder, quoi. Ça, à mon avis, c'est le bon combo pour monter une boîte, quoi. Et pour revenir sur ta question, du coup, je pense à quel moment tu passes à l'étape au-dessus, je pense que, je parle pour moi, mais je sais pas pour vous, mais nous, on est au stade où on n'est pas loin de dégager un résultat net positif, mais c'est pas le cas. Et donc, concrètement, quand tu crées ta boîte, au début, tu as besoin de tester des trucs, ça coûte de l'argent, donc tu prends soit ton argent, soit tu demandes à des gens s'ils peuvent t'en passer, et puis tu as une petite somme, et puis tu testes des choses, d'accord? Et du coup, au début, forcément, cet argent, tu le dépenses. Donc tous les mois, tu perds un peu d'argent. Et c'est une course contre la montre. Il faut que tu arrives à produire un résultat avant que cet argent soit épuisé. En général, ce qui se passe en pratique, c'est tu commences à dépenser un peu cet argent. Là, tu as des résultats intermédiaires, mais c'est quand même pas non plus une multinationale. Donc tu vas revoir d'autres personnes qui te repassent un peu plus d'argent. Tu fais ça 2-3 fois. Mais en fait, dans une boîte, dans un truc un peu industriel, avec du hardware, le moment où vraiment tu changes de braquet, pour moi, c'est le moment où sur plusieurs années, tu as des résultats nets positifs, confortables. Et là, tu es sorti de cette pression de la course contre la montre. Tu n'es plus en train de te dire, ok, par défaut, je vais mourir dans tel moment, et il faut que je me trace pour trouver cette solution. Là, tu es en mode, ok, maintenant ça y est, j'ai un truc qui tourne. J'ai une base de clients qui sont satisfaits de mon produit. Ça génère un chiffre d'affaires qui couvre largement mes coûts. Tous les jours, je dégage un bénéfice. Et là, tu te fais, ok, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire de l'avenir? Maintenant, c'est quoi les projets sur lesquels je vais investir ces bénéfices? Et à niveau technique, est-ce que vous avez bien réussi à avoir les fonciers pour le faire? Est-ce qu'à niveau industriel, dans les territoires, on a tout pour pouvoir vous aider ou c'est pas encore le cas? J'avais lu quelque part que vous êtes à 90%. Ouais, en fait, moi je vais te répondre oui là-dessus. C'est vrai que on a développé le projet industriel grâce à un partenaire qu'on a trouvé en France et surtout grâce à la région Nouvelle-Aquitaine. Tu vois, mon frère a porté ce projet-là avec cet industriel et la région l'a financé. Donc l'industrialisation du premier vélo et de la première pré-série, c'est la région qui l'a financé. C'est pareil, on avait lancé d'autres concepts, pareil, la région était là pour nous aider.
Typiquement, cet industriel, on est en train de le solliciter pour potentiellement faire un robot de soudure, qui s'équipe d'un robot de soudure pour pouvoir faire pour nous des plus gros volumes et potentiellement travailler avec Pony pour développer ces vélos. La région va aider au financement de ce robot. Donc au final, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas pour nous, sur le mécano soudé en tant que tel, il y a quand même des chaudronniers en France, ça existe, on en a dans la région, il faut aller le chercher. Nous, on a aussi beaucoup de chance parce qu'il y a souvent aussi des minimums de quantité qui nous sont demandés. On a eu beaucoup de chance aussi que cette personne-là, cet industriel, souhaite nous accompagner sur ce tout petit volume. Mais heureusement que la région a financé, parce que derrière son risque était quand même en couvert. Donc, nous, c'est pareil, sans la région, on ne pourrait pas. Merci la région, nous aussi. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, nous, Obama, nous, on est nés parce qu'on était lauréat d'un appel à projet Mobilité Innovante. Et c'est vrai que ce travail que fait la région pour aider les nouvelles initiatives, c'est très important. Sans ça, c'est compliqué pour nous tous. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes aidé par la région ou pas. Alors pour l'instant pas, on n'a pas vraiment reçu d'aide directe ou indirecte, mais en tout cas ce qui est clair, c'est ce que disait Anthony, c'est que ces aides de la région, elles font le dynamisme de l'écosystème. Elles font que cet industriel à Pau, il existe, du coup on peut travailler avec lui, alors que nous tout seuls on ne pourrait pas. Ça fait que Gouache existe et que du coup on a les meilleures batteries du marché avec la meilleure empreinte environnementale et sans ça on ne l'aurait pas et on serait encore en train d'acheter nos batteries merdiques en Asie quoi. Et donc la région, indirectement, c'est sûr que tous ces efforts qui sont faits au service d'une vision de la réindustrialisation du territoire, elles ont un impact déterminant, je pense, pour nous tous. Qu'est-ce qui manque à la région pour faire ces changements d'échelle? Qu'est-ce que vous croyez que le travail qu'il faut faire pour avancer vers cette filière industrielle vélo? Ou la question, peut-être qu'il faudrait structurer. Je me souviens quand on était à la base, on avait un siège à Toulouse, région Midi-Pyrénées, il y avait un cluster vélo par exemple. Il faut quelqu'un qui porte ce projet-là. Par exemple à Toulouse, c'était un distributeur de vélos qui portait ce truc-là, qui l'avait financé et qui avait créé cet écosystème. Donc il faudrait un meneur aussi ici en Nouvelle-Aquitaine. Après, c'est plus compliqué quand nous on est quand même. Lui était très implanté, il avait une boîte avec plusieurs salariés. Il avait atteint le stade dont parlait Paul-Adrien tout à l'heure. Voilà, il avait atteint le stade de Pony, donc ce serait peut-être à Pony de porter ça. Le stade au-dessus de Pony. Pony, on vient de te nommer. Non, sur ces initiatives, nous on a vachement travaillé avec plein d'écosystèmes. Et en fait, partout il y a un peu le même problème, c'est comment tu crées quelque chose qui a vraiment de la valeur. Ce serait intéressant de mieux se connaître, de mieux savoir qui fait quoi, quelles sont les initiatives, qui travaille avec qui. Ça aurait énormément de valeur. Mais par contre, comment tu arrives à faire que cette information elle circule? Parce qu'en fait, les gens, c'est pas leur première priorité, quoi. Moi, c'est vrai que par contre, un truc que je regrette et qui est, je trouve, très français. J'ai avant vécu en Angleterre où je trouve que c'était pas du tout la même chose et les gens ils sont hyper ouverts. Moi je travaille avec telle usine, on achète mes produits à tel endroit, voilà ce qu'on paye, voilà ce qu'on a réussi à dégager comme marge la deuxième année. En France t'arrives jamais à avoir une discussion comme ça et du coup ça fait qu'en fait t'as assez peu de valeur à rencontrer d'autres entrepreneurs parce que personne te dit et ça je pense qu'il faudrait qu'on arrive à sortir de ce truc là. Du coup ça te fait pour avoir vraiment des trucs vraiment tu vois, qui sont les investisseurs qui sont vraiment sensibles sur ces sujets, qui peuvent t'accompagner sur ce type de projet, quels sont au sein de la région, quels sont les bons contacts sur ces thématiques pour débloquer finalement peut-être tu vois des nouveaux projets d'accompagnement qui sont ciblés sur des vraies thématiques qui sont utiles. Comment tu fais pour au sein des collectivités qui sont les bons interlocuteurs parmi les industriels, qui est prêt réellement à travailler, qui l'a vraiment déjà fait. C'est pas pareil quelqu'un qui te dit je suis ok de le faire et quelqu'un qui l'a déjà fait, ça n'a absolument rien à voir. Quand il l'a fait, est-ce que ça s'est bien passé? Être transparent. Ok, j'ai eu ça, j'ai eu tel problème, ça a coûté tant. Et en fait toute cette information aujourd'hui elle circule pas et donc effectivement quand il y a ces trucs de cluster, je trouve que c'est difficile aujourd'hui d'extraire de la valeur
parce que... Mais tu vois, typiquement, je pense qu'on pourrait l'orienter. En fait, je trouve qu'on est un peu le bon modèle sur lequel baser le truc. Parce que tu vois, par exemple, on a mis un industriel en commun qui industrialisait nos vélos déjà depuis 3-4 ans. Alors, c'est un intérêt business qui nous lie. Et du coup, toutes les problématiques dont tu parles, on pourrait justement se dire ce cluster, il ne parle que de ces problématiques-là. Et en fait... Mais là, c'est super intéressant, hein, parce que finalement, ça que tu viens de dire, c'est dans ma pensée, tout se passe par la confiance. Ça veut dire, vous avez créé des contextes de confiance entre vous trois qui vous permettent aujourd'hui de vous appeler en disant, voilà, ça vous dit qu'on fait ça? J'ai besoin d'un ingénieur, tu as besoin d'un ingénieur, on le mutualise. Mais ça, c'est dans la confiance. Il faut réussir à créer ces contextes de confiance qui nous permettent à tous de travailler vers là. Et c'est clair que aussi, peut-être parce que les 3 boîtes, vous êtes nés plus ou moins en même temps, vous avez en dynamique, il y avait des valeurs qui sont proches, qui vous permettent de faire ça. Et ça, c'est super intéressant. Et moi, je suis d'accord avec toi de dire, voilà, peut-être que c'est de là qu'il faut sur des problématiques business, tu vois, c'est assez marrant parce que nous on est contacté par Magna de notre côté. Toi, tu avances avec eux sur un modèle potentiellement économique un peu pour essayer de voir sur du montage de batterie. Toi, ça peut t'intéresser pour du montage de vélo. Et c'est vrai que, voilà, au final, si on pourrait échanger, je prends cet exemple-là. Magna ou n'importe quel autre. Oui, non, bref, c'est un exemple, voilà, mais d'une société qui est prête à faire de l'assemblage. Et en fait, on est tous contactés un peu individuellement. Donc là, on a vu, il y a un point qui est fait par la région, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on a été contacté avant que la région nous... Mais du coup, c'est vrai qu'il faudrait qu'on identifie des problématiques business plutôt que parler dans le vent sur des sujets qui peuvent ne pas intéresser. Ouais, mais en même temps, comme quelqu'un entre vous... moi, je suis... Peut-être c'est culturel ou vient des familles, mais moi j'ai toujours peur que les gens me piquent des idées. Voilà. Et parce que on l'avait exécuté ça. Mais on les savait plus déjà. En fait. Une idée ça vaut 1, tu vois, on va dire, les 1. Le premier prototype, le premier truc que tu fais, ça faut déjà 10, t'as déjà sué. Et après, avant d'arriver à un business, t'es à 100, quoi, tu vois, c'est... Mais ça vous fait pas peur ça? Moi je suis l'effet de l'évaluation, on a cette problématique. Là tu vois, même encore hier, il y avait un gars sur LinkedIn qui commence à reprendre exactement un peu le même wording que nous. Je viens de réussir la première batterie réparable, machin, etc. Et en fait je regarde le gars et je me dis cool, vas-y continue parce que tu vas voir ce qui t'attend quoi. Tu vas te les prendre, les certifs, les machins, les trucs, donc tu vois, j'ai pas peur en fait maintenant parce que je sais tout ce qu'il attend le gars avant que ça marche quoi. Recruter 25 personnes, se réaliser qu'à un moment il faut un mec ou une femme qui fasse de la RH dans ta boîte. Tous ces trucs en fait c'est des cheminements qui sont hyper longs et qui vont te coûter quelques cheveux blancs quoi. Donc il va pas le faire comme ça quoi. Ouais, mais moi la concurrence ça me fait pas peur. Par contre, je pense que ces côtés-là, tu viens de me piquer l'idée en fait. Mais après, tu peux aussi cadrer le truc en disant, c'est sûr, tu vois, nous je sais que notre industriel il a été contacté par un concurrent qui fait des triporteurs. C'est sûr que ça me met pas à l'aise que, tu vois, donc il le fera pas. Mais voilà, tu sais que potentiellement tout ce que tu as pu faire pendant 4 ans, tous les problèmes que tu as rencontrés, ce concurrent-là, il va arriver directement et tout ça sera évacué. Voilà, après, donc c'est sûr que on a toujours un peu cette peur viscérale, tu vois. Je sais que partager un robot de soudure avec Pony qui fait des vélos de roues, Jean Fourche sur plutôt une B2C mais aussi vélo de roues, et nous sur un triporteur pro, ça pose pas de problème. Ça pose moins de problèmes. Mais bon, comme il le dit, un mec qui se lance sur le triporteur, il va en essuyer des plâtres avant d'arriver, et on a cette avance commerciale qui peut nous permettre, alors il ne faut pas s'endormir dessus, mais qui peut nous permettre d'aller un tout petit peu plus vite et d'être un peu rassuré quoi. Je suis très content de vous avoir tous les trois là, parce que quelque part, je vous admire, pas personnellement là, sinon la boîte, vous avez réussi des zéros, des pages blanches, à des boîtes aujourd'hui qui sont un petit peu les symboles de la nouvelle mobilité quelque part. Alors vous devez être bien content de... C'est ça qui te fait que parfois quand tu as des coups durs tu te dis
et tu te dis bah c'est quand même pas mal, tu vois. Ouais, C'est vrai que, c'est super. tu vois, genre t'as des moments vraiment difficiles dans ces trucs-là, dans ces aventures, et je sais pas, je me rappelle la dernière fois j'étais au fond du seau, je revenais de Paris, etc. Tu vois, il pleuvait, t'es épuisé, machin, et là j'ai pris un pony, tu vois. Avec une batterie gouache évidemment, parce que je prends jamais, même si je dois marcher sous la pluie, je prends pas un pony qui a pas une batterie gouache, c'est normal. Je prends un pony qui a une batterie gouache, le truc démarre, ça clignote, machin, je monte dessus, je fais 2 coups de pédale, le truc il te tire, tu vois, c'est hyper agréable, tu vois, t'as plus besoin de pédaler, etc. Tu rentres chez toi, tu drops le truc, tu cliques, tu vois, ça dure 1 seconde. Et là, tu fais quand même, c'est pas mal, tu vois. Et là, tu vois, ça te redonne un gros boost, tu vois, pour la suite, tu vois. Tu te dis, bon, allez, on continue, quoi. C'est quand même vachement mieux que de devoir attendre le tram, le machin, le truc, tu vois. Bon, je dois t'avouer un truc pour l'Adrien. Ah. La dernière fois qu'on s'avait vu, on a mangé tous les 4 ensemble pour la Fresh Tête. Ouais. Je t'avais dit, je n'ai jamais conduit en trottinette. Et moi, je m'avais dit, pour aujourd'hui, je vais le faire. Je n'ai pas eu le temps. Alors non, encore, je n'ai jamais conduit en trottinette. mais un vélo pony, c'est facile. Le vélo pony, mais j'ai mon vélo, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai jamais... Mais il faut, par exemple, moi j'ai mon vélo, je me déplace qu'avec mon vélo, mais par contre, tu vois, quand tu vas à la gare ou quand tu es dans une autre ville. Ouais, mais c'est vrai, mais j'ai pas cette dynamique-là. C'est vrai que ça qu'on parlait tout à l'heure del changement aussi del consommateur. Ouais. Moi, en fait, dans ma tête, j'ai 3-4 vélos à la maison et j'ai un vélo pour le laisser n'importe où, que si je me le fais voler, c'est pas grave. Au lieu de dire, utilise les free float, voilà. Tu vois. Voilà. Tu peux faire un truc hyper cosy et virer tous tes vieux vélos pourris, tu gardes un bon vélo qui marche tout le temps, celui-là tu le laisses pas à la gare et tu prends un pony. Mais voilà, mais j'ai un vélo pour moi, pour me faire plaisir, un vélo pour sortir les soirs, un vélo pour la journée, voilà, c'est là. Et vraiment, on pourrait prendre des vélos qui sont à disposition et vraiment ça change un petit peu. Aussi, je crois que vous, les free floating, vous au pony, mais pas que vous, il y a des autres, mais vous avez fait un changement aussi, hein, parce que les free floating comme on l'a connu, c'était des vélos qu'après 3 mois plus tard on jetait à la Garonne parce que c'était pourri. Et ça c'était un changement que même comme moi, que je suis un écolo, voilà, j'ai dit ah ouais c'est pas... Nous on n'a jamais été comme ça, parce qu'en fait, même sur le papier ça marche pas. C'est-à-dire si jamais tu as un véhicule que tu dois faire venir de l'autre bout du monde, et que tu vas pas pouvoir... s'il se casse au bout de 3 mois, si tu le jettes au bout de 3 mois, c'est qu'au bout d'1 mois et demi, il y en a déjà la moitié qui marche plus, l'expérience utilisateur elle est nulle, et ton service il va pas décoller. Nous dès le début en fait on savait que c'était pas ça, et c'est vrai que par contre ça n'a pas été le cas de tout le monde, parce que y a une course, en fait tu vois que tu mets ces véhicules dans les rues. Là on a lancé Poitiers en novembre. En 4 semaines, Poitiers c'est 110 000 habitants, en 4 semaines, 11 000 utilisateurs uniques. Non. Il y a 10% de la ville qui a téléchargé l'app et fait un trajet en 4 semaines, avec pas de budget marketing, tu as juste mis 200 véhicules dans la rue. Et tu vois, et en fait, 11 000 utilisateurs uniques, mais des dizaines de milliers de trajets. Mais à Poitiers, il n'y avait rien encore. Non, il n'y avait rien. Enfin, il y avait de la location longue durée de vélos électriques sponsorisés par la ville qui fonctionnait très très bien, mais ils n'arrivaient plus à faire grossir au-delà, et c'est un super service. Et voilà, et en fait, on vient apporter une brique complémentaire qui est un peu cette solution d'appoint où j'ai un trajet que je ne m'attendais pas à avoir faire, je suis un peu pressé, il y a le match qui commence, je veux tracer pour pas rater le début de la finale. Bon, bam, je monte sur le truc, je traverse la ville en 5 minutes. J'ai payé 2,50€, ouais, c'est plus cher que si j'avais pris le bus, mais j'ai économisé 25 minutes. Donc, et en fait, ça a créé une espèce de course où plein de gens se sont jetés à se dire il faut être le premier, il faut aller très vite. Et du coup, ils n'ont pas encore l'argent, donc ils achètent les véhicules les moins chers possibles pour pouvoir lancer le plus de villes. Et ça a été vraiment une catastrophe. Et on en paye le prix terrible aujourd'hui, où tu as beaucoup de villes qui refusent de nous parler, parce qu'ils pensent qu'on est dans cette logique de conquête, etc. Alors que l'objectif, c'est l'opposé. L'objectif, c'est comment on facilite la vie des gens qui, comme toi, ou comme moi, ou comme Alex, je sais pas, mais n'ont pas de voiture. Tu vois, moi, j'ai pas de voiture, alors que j'ai un fils de 5 mois. Et je fais tout à vélo. Et par contre, de temps en temps, j'ai besoin d'avoir ce bouquet de services le plus complet possible, et avoir à tout moment dans ma poche mon téléphone, je sors, à moins de 100 mètres j'ai un véhicule, et en moins de 10 minutes j'ai traversé la ville. C'est une tranquillité d'esprit, même si j'ai pas besoin, parce que j'ai tout le temps mon vélo, en fait je sais que c'est là. Et tu vois, et c'est ça, et finalement en fait nous en vrai,
nos utilisateurs, contrairement à ce qu'on pense, c'est beaucoup de gens qui ont leur propre vélo aujourd'hui. Parce que c'est des gens qui sont familiers avec l'infrastructure cyclable, comment tu te dépasses en ville avec ces véhicules, etc. Et donc là, aujourd'hui, concrètement, ce qu'on fait, c'est on facilite la vie de ces gens-là, en particulier des publics les plus jeunes qui n'ont pas de voiture. Et peut-être ce qu'on espère, c'est que du coup, ils n'en achèteront pas. Et que finalement, tu vois, c'est comme ça que cette transition, elle s'amorce. Mais, et donc, dès le début, c'était ça la vision. Et pour que cette vision, elle se réalise, il te faut des véhicules qui vivent 5, 10... et vivre un vélo partagé qui vit 10 ans, c'est possible. Londres, ils ont introduit un nouveau modèle de vélo en 2018. Et du coup, ils étaient en mode, on veut changer le modèle de vélo, un truc un peu plus ergonomique, plus léger, etc. Et le problème qu'ils avaient, c'est que 92%, quelque chose comme ça, de la flotte qu'ils avaient lancée en 2009 était toujours en circulation. Ouais. Donc ils n'avaient pas de place en fait pour mettre les nouveaux vélos. Parce qu'en fait, faire un vélo partagé qui dure 10 ans, s'il est bien conçu, il n'y a aucun problème. Et c'est vraiment exactement ce qu'on cherche à faire avec le long tail, le double pony, où vraiment on travaille à mort sur un vélo solide, robuste, et qui est là pour durer dans le temps et fournir un service de qualité sur 10 ans. Quoi. Et c'est à ce moment-là où d'un seul coup on arrive à combiner les enjeux de transport et évidemment les enjeux écologiques. C'est là où effectivement tu viens avoir quelque chose qui n'est pas une source de pollution, tu vois. Et voilà, mais ouais. Ouais, c'est super mot final, parce que là, ces côtés-là, en train de me faire des signes. C'est coupé, c'est fini, voilà. Mais moi, je profite pour finir, pour vous remercier. À sa fois, je l'oublie, mais on donne quelque chose de BAM, parce que finalement, nous, on doit aussi. On avait écrit c'est notre manifeste sur notre pensée de qu'est-ce que doit être la mobilité de demain. Nous, on considère que c'est la mobilité responsable. Et notre travail, c'est essayer d'aider, créer ces contextes de coopération pour aller vers une nouvelle Aquitaine, mobilité responsable quelque part. Alors merci à tous les trois. Merci à toi, merci à BAM. Merci à BAM pour tout le travail.